Donc la première intervention sera celle de Frédéric Parent de l'École des mines de Saint-Étienne sur la quantification des services rendus par les tourbières en termes de soutien d'étiage. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui est réalisé dans le cadre de la ZABRE, la zone atelier bassin du Rhône, et qui est financé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont pour grande partie issus d'un travail de stage de master qui a été conduit par mademoiselle Salma Sadkou. Alors, la question qui nous concerne et que je vais essayer de traiter aujourd'hui, c'est la question du rôle des zones humides en général sur le soutien d'étiage des cours d'eau. Alors quand on a commencé ce projet, on ne connaissait pas grand-chose en zone humide. On avait plus l'habitude de travailler sur des réservoirs de type formation hydrogéologique classique, réservoirs alluvionnaires, réservoirs fracturés, réservoirs karstiques. Donc quand on est arrivé dans ces formations-là, déjà on a dû se poser pas mal de questions sur le fameux rôle d'éponge supposé des zones humides. On a dû aussi se poser pas mal de questions sur leurs interactions avec l'hydrosystème qu'il y avait autour. Même si ce sont des entités petites, ça rendait les bilans hydrologiques relativement complexes. Et puis, on s'est posé pas mal de questions, notamment sur les types et la structure de ces zones humides. Donc au final, on a orienté la question sur le rôle des zones humides et plus spécifiquement des tourbières de tête de bassin versant sur le soutien d'étiage des cours d'eau. Donc on a bien resserré le sujet. Alors pour vous donner une idée du soutien d'étiage qu'on observe par exemple sur la réserve du Luitel ici, le V fait à peu près 25 cm d'eau. Donc dans une période de forte sécheresse, ici on a moins d'1 cm d'eau qui s'écoule à la sortie, ce qui représente moins d'1 litre par seconde. Sachant que pour l'instant, sur cette eau qui sort, on est en train de faire de la part de ce qui est réellement de l'eau de pluie stockée dans la tourbière et de l'eau apportée par ailleurs. Donc il y a encore des inconnus. Ce qui nous a poussé ce qui nous a conduit à travailler, on va dire, avec des pincettes, puisqu'on reste avec des volumes comme ça dans les marges d'incertitude des estimations de quantification. Alors, ce projet est interdisciplinaire, donc fait intervenir un grand nombre de chercheurs. Je vous ai mis les logos à la fin, je ne vais pas les citer tous aujourd'hui, avec deux grands objectifs principaux. D'une part, mieux comprendre le fonctionnement des zones humides, en essayant de quantifier cette part de soutien d'étiage vers les cours d'eau. Et d'autre part, une finalité un peu plus opérationnelle, où on essaye de réfléchir à qu'est-ce que pourraient être des indicateurs pour déterminer le potentiel de soutien d'étiage d'une zone humide. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Alors sur le premier volet, d'un point de vue, on va dire recherche un peu plus fondamentale, on travaille sur deux sites spécifiques, la tourbière du Luitel dans l'Isère, vous devez connaître, je pense que c'est un public qui est relativement averti ici aujourd'hui, et la tourbière de Frasnes, sur lesquels on commence à avoir un certain nombre de résultats d'un point de vue hydrologique. Alors sans rentrer dans les détails, nos premiers travaux de modélisation sur la tourbière du Luitel, qui fait une dizaine d'hectares, nous ont conduit à estimer la part du soutien d'étiage entre 0,06 et 0,21 litres par seconde, d'après les résultats de nos modèles. Donc ça reste des contributions qui sont relativement fines. Alors dans ce type de projet, l'aspect opérationnel est aussi important. Et on a commencé à essayer de réfléchir ce que pourrait être un cas d'étude de zone humide, une zone humide idéale pour l'étude du soutien d'étiage. Tout ça pour nous aider à déterminer des paramètres clés qui pourraient ensuite être utilisés comme des indicateurs. Alors pour vous en donner quelques-uns rapidement, ce serait une tourbière où on aurait beaucoup de pluie dessus et une faible TP. Une tourbière qui serait relativement grande, donc avec un grand volume d'eau stockée. Une tourbière sur laquelle la quantité d'eau stockée, le niveau piézométrique serait largement au-dessus du niveau de l'exutoire pour qu'on ait une tranche d'eau relativement importante
qui puisse être redistribué avec un délai dans le temps. Et puis des propriétés hydrodynamiques qui seraient en quelque sorte intermédiaires pour que l'eau ne circule pas trop vite dans la tourbière, ni trop lentement, pour qu'il y ait un effet donc, sur le soutien d'étiage, c'est-à-dire pendant une période de 3 mois de l'année, globalement, juin, juillet, août, voire septembre, voire octobre, des fois, ça dépend des années. Donc voilà pour les, pour les grands traits de cette tourbière idéale. Alors le projet, même s'il est à l'échelle du site, on est en train aussi de réfléchir à des approches à l'échelle du bassin versant, où on essaye de travailler sur l'effet cumulé de plusieurs zones humides. Donc ça, je vous montrerai une carte plus loin. Mais revenons donc au site de tourbière un petit peu idéalisé. Alors bien sûr, quand on commence à travailler, à essayer de travailler sur un cas de tourbière idéal, on est obligé de faire un certain nombre de simplifications par rapport à la réalité. Notamment, par exemple, on ne peut pas réellement tenir compte dans ces modèles simplifiés de l'hétérogénéité verticale de la structure de la tour qui va conditionner les propriétés hydrodynamiques. Alors là, bon, pour rappel, je vous ai mis une petite figure de Westio qui nous montre que la porosité efficace, qui est un paramètre important puisque c'est l'eau contenue dans la tourbière qui sera disponible gravitairement pour un écoulement vers un exutoire, va diminuer fortement quand on va s'enfoncer vers la profondeur. De même, la conductivité hydraulique, qui représente une grandeur qui détermine la facilité avec laquelle un milieu se laisse traverser par un liquide, elle aussi va avoir tendance à diminuer quand on s'enfonce en profondeur. Toutefois, ça va être ces deux paramètres qui vont être d'une grande importance si on veut déterminer la vitesse avec laquelle une tourbière se vide ou la durée de cette vidange. Alors pour essayer de modéliser la durée d'une vidange, on a travaillé avec une équation pour commencer, l'équation de Boussinesq, qui présente l'avantage de pouvoir intégrer dans la modélisation des paramètres de la géométrie de la tourbière, comme la longueur, la largeur, ainsi que la hauteur mouillée, ce qui représente un petit peu l'épaisseur du réservoir, calculer un volume, et puis des propriétés hydrodynamiques comme la conductivité hydraulique et la porosité efficace. Alors cette équation, d'une part, permet de déterminer un débit initial à T0. Alors ce débit initial, c'est le débit initial théorique de la vidange du réservoir, donc exprimé en mètres cubes par seconde. Alors vous allez voir plus tard que pour les questions de commodité et compte tenu des ordres de grandeur des paramètres, on va plutôt parler en litres par seconde pour qu'il y ait moins de 0 après la virgule. Voilà, donc d'abord déterminer un Q0 et ensuite un QT qui va être l'évolution de ce débit initial par rapport au temps, donc qui va avoir tendance à décroître quand on va aller vers des pas de temps de plus en plus éloignés et qui va diminuer par rapport à un coefficient alpha qui est calculé ici, donc qui est une fonction de la conductivité hydraulique, de la hauteur mouillée, de la porosité efficace et de la longueur au carré. Ça nous permet, cette équation va nous permettre de regarder d'un point de vue théorique comment un réservoir avec certaines propriétés géométriques et certaines propriétés hydrodynamiques, comment ce réservoir se vidange et à quel débit. Donc en résumé, ça nous a conduit à faire quand même pas mal de simplifications. On considère que les propriétés du réservoir sont homogènes, donc il n'est plus question d'hétérogénéité verticale. On travaille avec un seul réservoir qui va être plutôt cubique ou parallélépipédique, alors que une tourbière peut être un complexe tourbeux, une connexion de réservoir. On considère qu'il n'y a pas réellement d'apport d'eau ni de perte, donc pas de pluie, pas de TP dans ce type de modélisation, et qu'on travaille avec une tourbière à saturation, sans perturbation anthropique, qui va se vider petit à petit. Alors déjà, quand on a fait ce travail, on est content parce qu'on va pouvoir commencer à avoir une idée de comment ça se vidange en fonction de configuration de paramètres.
un des travaux qui a été important, c'est de déterminer des gammes de valeurs que pouvaient prendre les paramètres, donc ici pour les paramètres importants, et combien de niveaux on allait traiter dans ces paramètres, c'est-à-dire dans combien de valeurs on allait rentrer dans nos combinaisons. Alors ici, en travaillant sur ces gammes avec environ 3 à 6 niveaux, on a au total quand même plus de 4000 cas possibles. Donc ça nous a conduit à fabriquer un plan expérimental, ici, qui nous a permis de réaliser au final un jeu d'abac pour regarder comment ces tourbières se vident. Alors vous voyez, par rapport aux 4000 cas possibles, vous voyez qu'on arrive ici à un nombre d'abacs plus réduit, environ 150, qui vont nous permettre de déterminer à partir d'une configuration de paramètres soit le débit initial, soit le nombre de jours de vidange pour atteindre un débit seuil, soit l'observation de la diminution du débit en fonction du temps, ou encore, on peut aussi s'amuser à faire ça, déterminer des courbes sur lesquelles on estime combien de temps il faut pour diviser le débit initial par 2, par 3, par 10, par 50. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas trop comme ça dans un tableau. Alors, je vous ai mis quelques graphiques pour illustrer ce qu'on a essayé de faire. Alors d'abord, il a fallu déterminer des débits seuils, parce que l'équation de vidange, elle peut s'exprimer jusqu'à l'infini avec des débits très 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 faibles. Alors on s'est dit qu'avec un débit de 1 litre par seconde comme débit seuil, ce qui correspond à peu près aux besoins d'une ville de 600 habitants, concurrence de 150 litres par jour et par habitant, pourrait être un débit seuil intéressant. Alors, compte tenu des faibles débits qu'on observait au Luitel, inférieurs à 1 litre par seconde, on a aussi exploré les seuils de 0,1 litre par seconde et de 0,01 litre par seconde. Alors déjà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour toute une série de combinaisons, on avait un Q0 qui était inférieur à 0,01 litre par seconde. Donc en théorie, ça va représenter des configurations où les paramètres nous donnent un mauvais potentiel de soutien d'étiage pour ce type de site. Donc ça a été le premier travail, on va dire un premier travail d'élimination des cas où le débit seuil était trop faible. Ensuite, on a exprimé donc, ce débit initial en fonction des différentes combinaisons de paramètres. Alors la courbe est un peu touffue, mais c'est assez simple à comprendre. Ici, en abscisse, vous avez un débit initial exprimé en litres par seconde. En ordonnée, l'épaisseur mouillée, donc c'est la tranche d'eau qu'on peut lire dans un piézomètre dans la tourbière. Et chaque couleur ici correspond à une combinaison de paramètres. Avec, alors je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, ici 10-2, ça signifie qu'on a une conductivité hydraulique de 10-2 mètres par seconde. Et ensuite, le chiffre entre parenthèses correspond à l'expression du rapport largeur sur longueur. Donc ce qu'on voit, c'est que pour avoir les débits initiaux les plus forts par rapport à l'épaisseur, il faut avoir les perméabilités les plus importantes avec un rapport largeur sur longueur très supérieur à 0. Donc voilà, on voit toute la gamme des débits initiaux potentiels supérieurs à 0,01 litre par seconde qu'on peut obtenir dans nos 4000 cas possibles étudiés. Alors, ce qu'on a, c'est quand même l'hétérogénéité des valeurs, puisqu'on peut avoir des gammes de débit relativement faibles, qui peuvent être ici inférieures à 1 litre par seconde, vers des gammes de débit initiaux qui peuvent être relativement importantes et de l'ordre de 500 litres par seconde. Autre courbe, alors qui peut être intéressante cette fois pour le soutien d'étiage, c'est le nombre de jours qu'on met pour atteindre un débit seuil. Donc ici, c'est le nombre de jours pour atteindre, c'est écrit ici, 1 litre par seconde pour une tourbière de 10 hectares avec un rapport largeur sur longueur égal à 10. Donc en fonction de la combinaison de paramètres, donc ici, un croisement pour chacune des courbes entre la conductivité hydraulique et la porosité efficace, on obtient un nombre de jours de vidange. Donc ce qu'on voit sur ces courbes ici, c'est que dans les gammes de bleu, pour des conductivités de l'ordre de 10-2 mètres par seconde avec des porosités croissantes,
Là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, pour une épaisseur de 6 mètres de tourbière, on a un temps de vidange compris entre 10 et 50 jours. Ce temps de vidange va augmenter avec la diminution de la conductivité hydraulique. Alors ce qu'on voit avec ces courbes, c'est que c'est surtout la conductivité hydraulique qui va imprimer un délai dans la vidange. La porosité efficace, elle va plutôt rallonger ce temps de vidange puisqu'on augmente le stock d'eau disponible. Et voilà le type de courbe qu'on peut obtenir, le type d'ABAC qu'on peut obtenir avec ce type d'équation. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à cette question de soutien d'étiage? On se rend compte que oui, que théoriquement, il y a plusieurs configurations qui nous disent que les zones humides, notamment les tourbières, peuvent permettre le soutien d'étiage. Alors la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on retrouve ces configurations sur le terrain dans la réalité? Donc pour ça, maintenant, il faudrait qu'on estime ces paramètres sur un jeu de tourbière et puis qu'on regarde ce que ça donne, où elle se situe par rapport à nos ABAC. On s'est aussi rendu compte qu'on avait des potentiels de soutien d'étiage très contrastés, donc des valeurs qui variaient, qui pouvaient varier beaucoup. Et puis, qu'une grande partie du signal hydrologique produit va être, si on est sur des perméabilités relativement faibles, va être plutôt un signal hydrologique de fond qui va durer dans le temps, mais qui ne va pas forcément avoir un gros impact sur des chroniques de suivi. Autant on verra très bien les montées de niveau dans une tourbière après une forte pluie, autant le signal de fond pourra rester difficilement perceptible si on a un signal qui est lié à de faibles perméabilités. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur des cas théoriques et que ce n'est pas la réalité. À titre d'information, je vous ai mis ici en vert la courbe théorique. En rouge, la vidange accélérée par l'évapotranspiration sur un site. Et en bleu, le signal observé si on inclut en plus un terme de pluie. Donc ce qu'on voit, c'est que le travail qu'on a fait, c'est très bien si on a envie de se faire une idée d'un point de vue quantitatif. Par contre, ça ne va pas nous permettre de quantifier pour l'instant très précisément ce qui se passe au niveau de la vidange. Par contre, ça peut exprimer un potentiel à partir duquel travailler. C'est ça, je pense, qui est important à retenir par rapport au travail qu'on a produit. Alors, je dois presque avoir terminé. Oui, alors pour vous dire, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit là-dedans voilà, donc on a pu déterminer un certain nombre de configurations favorables, des configurations très défavorables. Vous vous rappelez là où on avait un débit initial qui était inférieur au débit seuil, et puis des perspectives qui peuvent être intéressantes. Essayer de confronter ces ABAC avec les propriétés ou des paramètres issus de sites réels. Essayer de voir comment d'un point de vue mathématique on peut inclure des paramètres de puits ou de source dans une équation qui est prévue que pour la vidange, si on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis pourquoi pas travailler un petit peu sur l'hétérogénéité horizontale dans les modèles. Mais là, ce n'était pas vraiment l'objectif. L'objectif était d'avoir une idée globale sur des temps de vidange de réservoirs théoriques. Pour terminer, je vous l'ai dit en début de présentation, puis j'en aurai quasiment terminé. On travaille aussi donc, avec une postdoc qui est chez Hervé sur des indicateurs de potentiel de soutien d'étiage des zones humides à l'échelle de bassin versant, donc avec l'ONF de l'Aude, sur 4 bassins versants équipés. Donc on a bon espoir d'arriver, grâce à ça, à voir si un site de zone humide a un soutien d'étiage assez faible. Par contre, est-ce que plusieurs dizaines de sites de zone humide à l'échelle de petits bassins versants ont un signal qui est significatif par rapport à haut débit à l'exutoire? Donc ça, c'était un travail en cours et qui devrait se terminer à peu près dans le même timing que le projet ZHTB, puisque l'ONF de l'Aude a son projet, aux alentours de 2021. Alors comme promis, je vous laisse j'ai mis tous les logos des partenaires
pour que vous puissiez voir avec qui on travaille. Donc université, mine d'Alès, NTPE, les gestionnaires qui nous sont d'un grand aide. Moi, s'il y a des gestionnaires de zones humides dans la salle, vous faites un travail super sur le terrain pour épauler les scientifiques. Enfin, c'est le cas sur Fran et sur Luitel. Ils nous sont d'une grande aide. Et puis, les financements, Zabre et Agence de l'eau. Et comme c'est toujours plus sympa des photos de terrain que des logos, j'en termine avec ces images.